Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et vous serez de plus en plus nombreux plus on avancera dans la saison, on l'espère bien. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Comme vous le savez, cette 6e saison est consacrée à de grands Québécois, de grandes Québécoises qui ont défendu ou incarné par leur vie ce grand idéal, cette grande valeur qui nous est tous très chère, la liberté. Or, ce soir, il sera question d'une femme qui a bien incarné et qui a bien défendu aussi cette valeur, Pauline Julien, l'auteur, compositeur, interprète Pauline Julien, qui est née à Trois-Rivières en 1928 et qui est décédée 70 ans plus tard à Montréal en 1998. C'est une artiste douée et précoce qui, au début, se destine à la carrière de comédienne. Elle commence, c'est un peu les premiers pas qu'elle fait. Et puis, par un concours de circonstances, elle s'embarque pour Paris au printemps 1951 grâce à une bourse de 1 000 $ octroyée par qui? Eh bien oui, par Maurice Duplessis. Elle vient de Trois-Rivières, c'est logique. Donc, une bourse de 1 000 $, elle s'embarque pour Paris et dans le Saint-Germain-des-Prés de l'époque, à Paris, qui fourmille de poètes, d'artistes, d'intellectuels de renom, eh bien, cette femme modeste, d'origine modeste, on le verra, cette femme à peu près sans relation, va se frayer un chemin et va devenir une grande chanteuse à texte. Et cette percée à Paris va évidemment faire d'elle une artiste incontournable, non seulement dans la francophonie, mais bien sûr au Québec. Et donc, entre Paris et Montréal, entre le Québec et la France, elle va réaliser en solo 23 albums. Ce n'est pas rien. Elle va chanter les textes des plus grands paroliers de la langue française, de Léo Ferré, bien sûr, Boris Vian, mais au Québec, Gilles Vigneault, Claude Léveillé. Et elle va elle-même écrire une trentaine de textes. Clairement, Pauline Julien, c'est le prototype même de l'artiste engagé. Engagé pour le Québec, sa langue, sa culture, l'indépendance du Québec, des causes qu'elle va défendre aussi avec son conjoint. Les deux vont former probablement un des couples mythiques de notre histoire, Gérald Godin, poète lui-même, éditeur, député de Mercier, ministre du Parti québécois, et le couple va être très actif dans l'engagement pour le Québec. Mais c'est une femme aussi qui va s'engager pour d'autres causes, la cause des femmes, la cause des prisonniers et plusieurs causes au niveau international. Alors, pour nous parler de cette femme de cœur, de cette femme engagée, de cet artiste accompli, eh bien, nous avons invité une documentariste qui compte à son actif plusieurs longs métrages, mais si nous l'avons invitée, c'est qu'elle a consacré un de ses derniers longs métrages à cette femme. Le titre de son documentaire s'intitule « Pauline Julien, intime et politique ». Il est disponible sur le site de l'Office national du film gratuitement. C'est l'avantage d'aujourd'hui de l'Internet. Vous pouvez le voir, le revisionner. Vous allez voir que c'est très émouvant, très touchant, très bien fait. Donc, il me fait plaisir d'accueillir pour vous Pascal Ferland. Bienvenue, merci. Merci, Éric. D'avoir accepté notre invitation. Donc, je le disais, vous nous avez proposé en 2018 ce documentaire, Pauline Julien, intime et politique. Comment vous avez croisé Pauline Julien? Comment elle est entrée dans votre vie? Puisque quand on fait un documentaire comme ça, on passe beaucoup de temps à trouver des archives, à entrer dans l'intimité du personnage. Alors, comment vous avez découvert ce personnage? En fait, ça fait très longtemps. En 1999, je faisais les recherches pour mon premier long-métrage documentaire qui portait sur les gens qui sont obsédés par la création artistique, mais qui n'ont pas de formation. Donc, je fais mes recherches, je contacte une muséologue spécialiste de l'art populaire au Québec, Pascale Galipeau. Et donc, Pascale Galipeau est la fille de Pauline Julien. Ah oui, ben oui, parce qu'elle a eu 2 enfants. Elle a eu 2 enfants, effectivement. Oui. Et donc, je rencontre Pascale et on a travaillé ensemble, pas juste sur ce film-là, après on a travaillé ensemble, on est devenus amis par la suite. Mais à l'époque, moi je connaissais Pauline Julien, pas tellement en fait. Je connaissais sa réputation, je connaissais son aura, mais c'est ma mère qui écoutait Pauline Julien. Donc, mais j'avais eu l'idée à l'époque de faire un film sur elle. Sauf que, en 99, Pauline
ça faisait 1 an seulement qu'elle était décédée. C'était une mort traumatique. Et Pascal m'avait dit qu'elle avait, bon, déjà, elle en avait assez, là, c'était lourd, Oui. c'est une grande perte, là, c'est quand Oui. même une femme importante qui mourait, fait que c'était une période difficile pour elle. Oui. Donc, elle avait mis les archives sous scellés pour une période de 10 ans. Elle m'avait dit ça. Oui, oui. Alors, j'ai mis ce projet-là sur la glace et en 2014, je revisitais mes carnets de notes. Et là, je me disais, hey, Pauline Julien, quand même, ce serait formidable de faire un film sur elle. Et là, j'ai contacté Pascal, on est allé prendre un café ensemble. Et là, vraiment, avec beaucoup d'enthousiasme, Le fruit était mûr. elle m'a donné carte blanche et accès à toutes les archives. Donc, j'ai pu plonger dans cette œuvre absolument monumentale, mais je ne me doutais pas, en fait, quand je suis plongée là-dedans, à quel point c'était riche. Déjà, juste à la BNQ, il y a environ 70 boîtes, dans le fond, Pauline Julien. Et donc, je me suis plongée là-dedans. Et l'angle, en fait, vous me disiez comment on traite un personnage comme celui-là. Ben, j'ai décidé, il y avait tellement d'entrevues avec Pauline et de correspondances et d'écrits que je pouvais traiter de ce personnage-là au présent, en fait. Et donc, j'ai décidé de faire un portrait d'une époque charnière de l'histoire du Québec, mais à travers le regard d'une femme. Une femme qui avait finalement participé à la création de certains de ces moments historiques-là. Ah oui, votre documentaire, c'est une page de l'histoire du Québec. Et vraiment, j'invite les gens à aller le voir. Ça se trouve très facilement d'un clic. Pascal Ferland, Pauline Julien, vous tombez dessus. Et ça dure 1h15 à peu près. Donc, franchement, c'est très, très beau, très touchant. Parlons un peu de ses origines. Je le disais, quand elle arrive à Paris, c'est quand même, quand on voit d'où elle vient d'un milieu très modeste, elle ne vient pas nécessairement d'un milieu qui avait énormément de relations, en tout cas dans le milieu artistique. Parlez-nous un peu de ses parents, de sa famille. Elle naît exactement le 23 mai 1918, une grande famille. 1928. 1928. Oui. Est-ce que j'ai dit 18 dans ma présentation? 18, mais... Oh là là, je l'ai vieilli de 10 ans, la pauvre. Elle est née en 1928, excusez-moi. Donc, parlez-moi de cette grande famille canadienne-française. Elle vient, elle est... J'ai envie de vous parler de l'origine, parce que Oui. c'est intéressant. En fait, Émile Julien va épouser Marie-Louise Pronovo en 1903 et ils vont s'établir dans le petit village de Beachawinigan. Émile va faire l'acquisition d'un magasin général et il va devenir maire de l'endroit de 1913 à 1919. Donc, la famille Julien est notable et à l'aise financièrement. Mais Émile a des épisodes dépressifs. C'est quelqu'un qui a le mal de vivre. Et donc, son médecin va lui recommander d'aller vivre dans un endroit où le climat est plus sec. À l'époque, au Manitoba, on offrait des terres agricoles à la colonisation. Et donc, la famille, qui avait 8 enfants déjà à l'époque, va décider de tout vendre, le magasin général, les meubles, tout, pour partir faire fortune au Manitoba. Et donc, ils vont s'installer à Saint-Boniface. Et malheureusement, dans les années 20, il y a une grande sécheresse qui s'est abattue sur cette région-là. Et donc, cette sécheresse-là a eu raison des récoltes. Et à cela s'est ajoutée la chute du prix du blé. Et donc, la famille a été ruinée. Et donc, en 1922, ils n'ont pas eu le choix de regagner le Québec avec un enfant de plus. Et donc, ils se sont installés dans un très modeste logement sur la rue La Violette à Trois-Rivières et Émile est devenu commis voyageur. Et donc, ça campe un peu. Pauline, donc, elle est née dans un contexte assez difficile socialement, économiquement, en 1928. Et elle était la 11e enfant de la fratrie. 11e. Donc, ça faisait une grosse famille pour le petit logement. Et en 1932, donc, la famille décidé de déménager au Cap-de-la-Madeleine, sur la rue Notre-Dame. Et c'est là, finalement, que les souvenirs les plus prégnants... En fait, Pauline a grandi à Cap-de-la-Madeleine, même si elle est née à Trois-Rivières. Et dans ses écrits, en tout cas, elle note que le dimanche, sa sœur Émilienne, la plus âgée, s'installait au piano et là, toute la famille chantait les airs de l'abbé Gadebois par cœur. Et donc, il y avait beaucoup de chansons dans cette famille-là déjà. Ah, donc, il y avait déjà une sensibilité à la musique, au chant, au plaisir. au plaisir.
Parce que vous en parlez un peu dans la recherche que vous m'avez proposée, quelle sensibilité politique? Parce que c'est une femme engagée, donc c'est intéressant de voir dans quel milieu politique elle va grandir. Bien, en fait, son père Émile a été maire, donc je le disais un peu plus tôt. Alors déjà, il y avait une sensibilité politique de par son implication. Mais sa mère, à Émile Julien, le nom de famille de sa mère, c'est Lenoblet du Plessis. Oh! Et donc, son cousin, c'est, bien, un cousin, c'est pas un cousin direct, là, mais un petit cousin, c'est Maurice Duplessis. Et donc, là, il y avait une espèce d'intérêt pour la politique qui était assez généralisé dans la famille. Et le frère aîné de Pauline, André, lui aussi s'intéressait à la politique. Et donc, Émile l'a mis en relation avec son cousin Maurice. Et André Julien est devenu organisateur politique pour Maurice Duplessis. Et là, il a fait ses armes en politique. Quelques années plus tard, il est devenu à son tour maire du Cap-de-la-Madeleine. Et donc, on comprend bien que Pauline a baigné dans la musique, mais elle a aussi baigné dans la politique parce que ça faisait un peu partie de l'ADN de sa famille. Alors, est-ce que, quand elle grandit, est-ce qu'il y a des livres, il y a des auteurs qui l'intéressent ou qui vont l'influencer? Son frère Marcel emprunte régulièrement des livres à la bibliothèque. Et donc, pour toute la famille, et c'est comme ça que Pauline va devenir une fervente lectrice. Elle va lire, et elle va même se mettre à écrire, à copier des passages. Est-ce que vous en avez trouvé dans les archives? Non, je n'ai pas trouvé, Vous mais savez, je sais connu. ça parce que Ouais, j'ai vraiment beaucoup lu. Ouais. Mais en fait, si je dis ça, c'est parce qu'elle va écrire, elle va se mettre, elle va devenir, disons, intime avec l'écriture au point d'avoir envie de tenir un journal intime. Ah oui. Et ce journal-là, elle va le tenir toute son existence. Et c'est ça un peu, ça va être un peu son thérapeute, en fait, ce livre-là, ce livre intime-là. Et ça, c'était libre d'accès aussi pour vous. Vous avez pu le lire. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai eu accès à des extraits de ce, parce de que ça, ce journal-là. ça, c'est du bonbon. Ouais, ça, c'est du bonbon. Quand on fait de pour l'histoire. un historien, Ben oui. J'avoue. Et quelle est sa formation? Parce qu'elle lit beaucoup, mais elle a une formation. Et comment gagne-t-elle sa vie, jeune femme? En fait, son père, Émile, est décédé en 1944. Et à ce moment-là, Pauline termine sa 10e année. Elle va entamer sa 11e année, mais il y a une espèce de précarité financière là, qui s'abat sur la famille. Il y a une grosse famille et là, Marie-Louise est toute seule pour tenir les rênes de cette famille-là. Et donc, Pauline va être amenée à abandonner ses études et à s'inscrire à un cours de sténodactylo. Et son frère André, qui est maire de Cap-de-la-Madeleine, va y offrir un emploi auprès de l'ingénieur civil de la ville. Et donc là, elle va commencer à travailler pour la ville, quelques mois seulement. Et au bout de quelques mois, elle n'en peut plus. Elle trouve le travail vraiment trop routinier. Et là, elle dit à tout le monde qu'elle veut devenir danseuse. 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 C'est sa première ambition. Sa première ambition. Et son beau-frère, Jean-Paul Gay, qui est fiancé à la sœur à la 10e de la fratrie, Fabienne, lui est étudiant aux Beaux-Arts à Québec. Et là, il va proposer à Pauline, il va dire, en fait, tu ne peux pas devenir danseuse à Cap-de-la-Madeleine, donc viens donc vivre avec nous, viens vivre à Québec. Et donc, Pauline va prendre l'autobus et déménager à Québec et faire une série de petits boulots pour arriver à vivre. On parle d'une adolescente, là. Elle est très jeune. Elle a 19 ans. Elle a 18-19 ans, Oui, d'accord. c'est ça. Et là, elle va faire de petit boulot en petit boulot. Elle va s'inscrire à l'école de danse et elle va prendre des cours de solfège à l'école de musique. Non pas parce qu'elle veut devenir chanteuse, mais parce que, puis je tiens à le dire, Pauline, c'est une femme très rigoureuse. C'est une travaillante. Et si elle prend des cours de solfège, c'est que pour elle, on ne peut pas être danseur sans connaître le solfège. Donc, elle va faire ça un certain temps. Puis, à un moment donné, Jean-Paul Gay, son beau-frère, va lui présenter Pierre Boucher, des Comédiens de la Nef. Et là, elle va rencontrer Roland Lepage, Paul Hébert et Jacques Letourneau, qui vont vraiment être très, très influents pour elle, au point où elle laisse tomber la danse pour le théâtre, qui devient sa nouvelle passion. Et donc, là, en 1950, elle va déménager à Montréal.
et elle va se joindre à la Compagnie du Masque de Fernand Doré. Et elle va habiter avec toute la troupe. Toute la troupe habitait dans une grande commune à Rivière-des-Prairies. Et là, elle va rencontrer Jacques Galipeau, qui, à l'époque, se fait courtiser par Charlotte Boisjoli et Françoise Gratton. Il a l'embarras du choix, cet homme. Il y avait l'embarras du choix, Oui. mais là, Pauline regarde ça du coin de l'œil, puis elle se dit c'est moi qui vais l'avoir. Ah bon? Et par ses pitreries, elle a réussi à le séduire, tant et si bien qu'elle l'épouse la même année. Donc, on est en quelle année, là? On est en 51. 51, donc là, ça nous approche d'une date importante. Donc, juste avant, finalement, le départ pour l'Europe, en gros. En gros. Elle va épouser Jacques Galipeau, oui. Avec qui elle aura 2 enfants. Exactement. Donc, en tout cas, un des 2, on sait qu'il est ici ce soir, hein? Il paraît. Bien, je l'espère. Peut-être même les 2, mais en tout cas, bienvenue, si c'est le cas. Et là arrive cet événement, donc, on pourrait dire le chant, la danse, mais en fait, surtout, pas le chant, mais la danse et la comédie. Et là arrive ce voyage. Hein? Je l'ai dit dans ma présentation, 1 000 $, une bourse pour aller à Paris, pour aller en Europe. Mais comment elle a pu obtenir une bourse? Là, on comprend que c'est peut-être à cause du frère, ou comment elle a pu obtenir cette bourse? Bien, bon. Pauline fait des demandes de bourse parce qu'en fait, elle rêve de suivre l'intelligentsia canadienne-française et évidemment d'aller dans le Paris d'avant-garde que vous avez décrit dans votre introduction. Et bon, elle n'a pas d'argent. Alors, elle fait des demandes de bourse infructueuses. Et là, elle songe à ses liens de parenté avec Maurice Duplessis. Ben oui. Et donc, elle ne va pas prendre rendez-vous. Elle va prendre l'autobus. Elle va se rendre directement à Québec. Elle va s'inscrire à un tour guidé du Parlement. Et là, en faisant le tour... C'est presque aussi astucieux que le mari, ça. Hein? Ben oui, ben c'est ça. On voit à qui on a affaire. On voit à qui on a affaire, oui. Et donc, elle visite le Parlement, puis à un moment donné, elle arrive à un étage et voit une porte entrouverte. C'est le bureau du premier ministre. Ah bon? Et là, pouf! Mais ça va peut-être donner des idées à des étudiants d'aller rencontrer pas? François Legault, la porte ouverte. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment comme ça qu'elle le raconte elle-même, en fait. Et donc, elle rentre dans le bureau, les gardes du corps l'empêchent, puis là, elle dit à Duplessis, « Je suis la fille de votre cousin Émile. » Et là, Duplessis, « Bon, laissez-la entrer. » Et elle se met à faire des blagues avec Maurice Duplessis. Elle le fait rire. Et finalement, elle lui dit, « J'aimerais beaucoup aller étudier à Paris, mais je n'ai pas d'argent. » Elle ressort de son bureau avec une bourse de 1 000 $. Ça, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Et donc, avec Jacques, en 1951, ils vont s'embarquer sur un paquebot et s'en aller vers Paris. Alors, écoutez, c'est quand même mystérieux, là, parce que là, on parle de quelqu'un qui n'est pas très... Même au Québec, on peut dire que ce n'est pas une artiste très connue, c'est pas une artiste... hein? Est-ce que non, mais en 1951. Ah non! En 1951, on n'a pas affaire à une femme là, qui est déjà une vedette, quelqu'un qui a des relations. Donc, elle arrive à Paris, dans un Paris, comme je le disais, qui fourmille de poètes, d'intellectuels de France, mais du monde. Hein, c'est un carrefour culturel. Comment elle en arrive à se frayer un chemin et comment elle passe de la comédie, finalement, à la chanson? Comment ça se passe, cette transition? Bien, vous l'avez dit, il y a une effervescence à Paris. Et là, la jeune Pauline et son mari se cherchent un endroit où loger abordable parce qu'ils n'ont évidemment pas beaucoup d'argent. Et donc, ils vont trouver une petite chambre meublée dans un appartement bourgeois près des jardins du Luxembourg. Mais bon, l'appartement n'est pas bien équipé, mais dans le Paris socialiste de l'époque, il y a beaucoup d'aides qui sont offertes aux étudiants. Donc, ils vont avoir droit à des coupons pour manger à rabais dans le campus de l'université, des coupons pour prendre le transport en commun, les activités culturelles et les soins médicaux. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont payées par l'État. Et donc, grâce à ces mesures sociales-là, elle va arriver à étirer sa bourse pendant une période de 4 ans. 4 ans? Ben oui, c'est 1 000 $, hein? Vous voyez, ça dure 4 ans. C'est un bon investissement de Maurice, du premier ministre. Oui. Et donc, elle va étirer ça pendant 4 ans. Et en 1952, donc, elle va tomber enceinte entre-temps. Elle va mettre au monde sa fille aînée, Pascale. Et donc, bon,
Les deux sont étudiants, ils vont au Conservatoire d'art dramatique, ils suivent les cours de Bernard Bimon et ils vont traîner la petite partout. Pauline écrira plus tard que son bébé ne pleurait jamais puis qu'elle était charmante. Donc, ça lui permet de la trimballer un petit peu partout. Et donc, Jacques et Pauline suivent les cours de cette troupe-là et avec Bernard Bimon, ils font parfois des tournées. Et Jacques obtient un rôle dans la pièce Aimée de Paul Géraldy qui vont aller présenter en Bretagne à la prison de l'île de Ré. Et Pauline les accompagne parce que, bon, son mari joue dans la pièce. Pendant l'entracte, on est dans une prison, alors les spectateurs sont captifs. Ils ne peuvent pas se promener pendant l'entracte. Et donc, Bernard Bimon va demander à Pauline, elle qui sait chanter des chansons, elle a toujours chanté avec sa famille, si elle ne pourrait pas meubler l'entracte. Donc, là, ils font venir le pianiste, quelle tune tu connais, puis là, ils décident de chanter. En fait, le pianiste propose de chanter Le Galérien, qui raconte l'histoire d'un prisonnier et dont les paroles du refrain disent « J'ai pas tué, j'ai pas volé ». Mais Pauline ne veut pas chanter ça parce qu'elle a peur, tu sais, de la réaction du public. Et donc, tout le monde insiste, puis finalement, elle se laisse convaincre, puis elle va chanter cette chanson-là, mais elle va avoir un tel succès, elle va avoir carrément une ovation dans la salle. Et même ses camarades vont dire c'était pas très bon, là, mais on peut dire que c'était phénoménal comme prestation. Ah oui. Alors, ça, j'ai lu ça dans une entrevue que Pauline elle-même a donnée. Et donc, c'est sa première expérience, mais elle ne veut pas devenir chanteuse tout de suite. Mm-hmm. Mais ça a été une bonne expérience. Alors, il y a un autre, un peu plus tard, toujours dans une tournée des élèves de Bimon, la troupe décide de monter la pièce La fable de l'enfant échangé de Pirandello, dans lequel il y a le rôle d'une chanteuse de cabaret. Et la comédienne qui devait interpréter ce rôle-là tombe malade. Et là, on va demander à Pauline, à pied levé, de la remplacer. Et encore une fois, elle va donner une prestation mémorable. Et dans la salle, ce soir-là, il y a le metteur en scène Georges Vitali qui est là et qui va venir voir Pauline après, puis il va dire « Mais Madame Julien, vous êtes chanteuse? » Puis elle va répondre « Mais non, pas du tout. » Et il va dire « Mais vous devriez. » Et là, ça va percoler. Et Pauline va écrire dans une entrevue qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail pour devenir comédien et qu'elle a l'impression que pour elle, la chanson, c'est automatique. C'est naturel. C'est naturel. Et là, elle va se dire peut-être que finalement, c'est pour moi. Et donc, elle va mettre au monde son fils Nicolas le 23 avril 1955. Et après, elle va se plonger dans la création de son premier répertoire de chansons auquel elle va ajouter des poèmes de Anne Hébert, donc poète canadienne-française qu'elle veut faire découvrir aux Parisiens. Et là, ironiquement, elle va, le premier cabaret qui va lui donner sa chance, c'est le Bar des Anglais. Et après, elle va alterner entre le Cheval d'Or et Chez Moineau avec Barbara, qui est une jeune chanteuse qui débute comme elle à l'époque. Incroyable. Et là, à partir de là, elle va enchaîner les contrats. Et Jacques aussi a des contrats de théâtre. Et donc, les enfants doivent se faire garder le plus souvent parce que tous les deux travaillent le soir. Et là, ça va rendre la vie de famille beaucoup plus difficile. Et en 1956, alors que Pauline donne un spectacle dans un cabaret, elle va faire une rencontre qui va bouleverser son existence. Elle va rencontrer un sculpteur allemand qui s'appelle Dietrich Mohr. Et donc, elle va entretenir une véritable fascination pour cet homme-là parce que c'est lui qui va lui faire découvrir Bertolt Brecht, qui va avoir une importance capitale dans sa vie. Alors, comme je le disais, elle entretient une fascination pour cet homme-là. Et à l'époque, Pauline a le look Gavroche, je dirais. Elle est toujours un peu dépeignée. Elle porte des robes mal taillées, des souliers d'homme un peu trop grands. Elle se promène en bicyclette. Elle a l'air de rien. Et Dietrich va faire d'elle une chanteuse de grande classe. Il va la convaincre, elle qui a un nez aquilin,
de subir une opération chirurgicale pour faire affiner son nez et le rendre plus féminin. Et il va lui faire prendre des cours de tenue sur scène pour qu'elle ait une meilleure tenue, une meilleure prestance, en fait. Et Pauline est docile avec lui parce qu'elle en est éperdument amoureuse. Et un jour, elle part avec Dietrich en Allemagne visiter ses parents. Et au retour de ce voyage-là, en 1957, elle va annoncer à Jacques qu'elle le quitte. Et là, elle va quitter Jacques. Déjà en 1957, c'est très avant-gardiste de quitter son mari. Et elle va aller vivre avec son amant dans son atelier d'artiste sur la rue Falquière à Paris. Et donc, c'est Jacques qui reste avec les enfants. Et au bout d'un certain temps, il dit à Pauline, « Bon, bien écoute, moi, je retourne au Québec poursuivre ma carrière de comédien là-bas et j'amène les enfants. » Et là, à partir de ce moment-là, ça va être déchirant pour Pauline. Elle va être complètement déchirée entre son travail, son amour et ses enfants. Et à partir de ce moment-là, donc de 1957 jusqu'au début des années 60, elle va faire de nombreux allers-retours entre Paris et Montréal. Mais justement, alors ce succès, cette percée à Paris ne passera certainement pas inaperçu au Québec. Et comment sa carrière va prendre forme? Comment sa carrière va prendre son envol au Québec? Bon, bien déjà, quand elle est à Paris, elle se promène d'un cabaret à l'autre avec sa pianiste derrière elle sur sa petite Vespa. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Léo Ferré, Boris Vian, Anne Sylvestre, qui vont être très, très importants pour elle. Et donc, elle commence déjà à se faire connaître à Paris. Donc, la première fois qu'elle vient à Montréal, il y a déjà des échos un peu de son succès. Mais c'est petit encore, on s'entend, mais elle vient avec cette assurance-là. Et donc, elle va entreprendre une première petite tournée canadienne-française en 1957. Elle va obtenir un premier engagement au Continental de Jacques Normand. Et là, elle va faire la connaissance de Clémence Desrochers, entre autres. Ensuite, elle va avoir un deuxième engagement au Saint-Germain-des-Prés, au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Urbain, et un engagement chez Gérard à Québec. Et dans son répertoire de l'époque, elle interprète surtout Léo Ferré, Boris Vian et Brecht-Weill, qu'elle veut faire découvrir aux Québécois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand elle est à Paris, elle veut faire découvrir des Canadiens français aux Parisiens, puis quand elle est à Montréal, elle veut faire découvrir des Européens aux Canadiens français. Fait que là, il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Et puis dans votre documentaire, vous montrez des images d'archives où on la voit marcher, défiler sur les Champs-Élysées avec Gilles Vigneault. Oui. Et on voit que le journaliste ne connaît que Pauline Julien, mais ne connaît pas du tout Gilles Vigneault. Ah non! Et là, elle fait l'entremetteuse. Elle dit « Ah, il est très bon, vous allez... » Mais c'est intéressant ce que vous dites, absolument, parce qu'en 1960, elle va avoir un deuxième engagement chez Gérard, puis elle va partager la scène justement avec Gilles Vigneault, qui est alors jeune auteur-compositeur, mais qui ne gagne pas sa vie avec ça, qui est aussi professeur de français et d'algèbre à l'Institut de technologie du Québec. Et là, ça va être vraiment un coup de foudre professionnel pour Pauline, parce que Gilles Vigneault, quand elle lit les textes, elle est complètement renversée. Et là, ça va la mettre en contact avec la filière canadienne-française. Émergente. Oui, des années 60. Voilà. C'est Le Sage qui est au pouvoir. Il y a une espèce d'espoir, là. C'est l'âge de la parole. C'est le titre d'un beau recueil de poésie. Donc, c'est justement tous ces poètes émergents qui se font connaître. Alors, le temps file. On est au début des années 60. Elle fait une rencontre très importante. Oui. Vous me voyez venir. Elle fait une rencontre très importante. Oui. Je pense que peut-être que là, l'amour avec cet Allemand s'est un petit peu émoussé. Elle rencontre ce monsieur, ce jeune homme de Trois-Rivières. Racontez-nous cette rencontre. Déjà, en 1961, Gérard Thibault va dire à Pauline, « Bon, je pense que tu es prête à faire des grandes salles. » Et là, il va lui dire, « Tu vas faire la première de Gilbert Bécaud à la Comédie canadienne. » Et là, elle ne peut pas manquer cette chance-là, c'est inouï. Et donc, elle va aller roder son spectacle dans son patelin à Trois-Rivières, à l'hôtel Saint-Maurice, devant sa famille et ses amis. Et dans la salle, il y a des journalistes. Et donc, après sa prestation extraordinaire, elle est dans sa loge, ça cogne à sa porte, et c'est Gérald Godin, jeune journaliste au Nouvelliste, qui aimerait avoir une entrevue avec elle. Donc, le lendemain,
il va publier un article dithyrambique. Mais bon, Pauline, à l'époque, bon, c'est ça, elle n'a pas encore, même si ça ne va pas très bien avec Dietrich, ce n'est pas encore fini. Et elle est très, très préoccupée par son concert avec Gilbert Bécaud. Puis en plus, Gérald Godin, il a 10 ans de moins qu'elle, donc c'est comme pour elle un jeune blanc-bec sans intérêt. Et donc, quand elle va donner son spectacle avec Bécaud, le lendemain, dans les médias, on qualifie Pauline de l'égale de Bécaud. Et à partir de ce moment-là, sa carrière va vraiment partir en trombe. Elle va donc, la rupture avec Dietrich est imminente. Là. On peut dire qu'ils se sont quittés là, au début des années 60. Et là, Pauline va aménager sur la rue Saint-Marc, pas très loin de chez Jean Gascon, qui est alors le directeur de l'École nationale de théâtre et du Théâtre du Nouveau Monde. Et là, il va proposer à Pauline de jouer Jenny dans l'opéra de Katsu. Et ça, là, Pauline, là, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on ne peut pas lui proposer. Donc, Jean Gascon, pour elle, c'est là et très, très important pour elle. Et donc, la pièce va être jouée à guichet fermé. Et le lendemain, il va y avoir une critique incisive qui va paraître, signée Gérald Godin, qui est maintenant, travaille maintenant au Nouveau Journal en compagnie de Denise Boucher, Paul-Marie Lapointe, Gilles Carle. Et donc, critique incisive où il va vraiment écorcher l'École nationale de théâtre que dirige Jean Gascon. Fait que déjà, ça dérange Pauline. Et en plus, il va aussi écorcher Powys Thomas, qui joue le rôle du pasteur Kimball dans l'opéra de Katsu, qui est l'amant de Pauline. Fait que là, elle se sent vraiment visée par l'article. Oui. Et donc, elle va organiser une soirée chez elle où elle va inviter Godin à venir s'expliquer devant les personnes visées par son article. Rien d'étonnant. Si on faisait la même chose aujourd'hui, ça pourrait résoudre plein de problèmes. Hein? Effectivement. Et là, Godin va venir. Et Godin va expliquer aux convives, bien écoutez, pour moi, parce qu'à l'époque, l'École nationale est bilingue, et il va juste dire, tu sais, pour moi, c'est inconcevable qu'une école qui doit refléter la langue et la culture d'une nation soit bilingue. Tu sais, créer une école pour les anglophones, une école pour les francophones, dans le respect de chacune des cultures et aussi de l'art qu'est le théâtre. Et là, il va convaincre tout le monde, ils vont passer une très belle soirée. Et donc, quelques temps plus tard, Pauline va se rendre à la librairie FOMAC, où travaille Gaston Miron, pour le lancement de l'Aquarium de Jacques Godbout. Oui, j'ai déjà entendu Jacques Godbout presque se vanter de ce lancement qui a mis en lien les deux, le couple mythique. Absolument. Et là, évidemment, Miron, bon, Godin est là. Et là, vraiment, c'est là que va naître une grande histoire d'amour. Godin va déménager à côté de chez Pauline, dans le même immeuble que Denise Boucher, et Denise va dire qu'elle voyait les amoureux se promener dans les jardins avec les enfants autour. Et Paul-Marie Lapointe va dire qu'il a vu Godin se mettre à genoux dans un cocktail devant Pauline et de dire à l'assistance « Dites-lui qu'elle doit m'aimer ». Un peu théâtral, quand même. C'est un peu théâtral. Oui, mais c'est un poète, alors c'est pas si surprenant. Bon, ils vont être 32 ans, ils vont rester 32 ans ensemble et ils vont s'écrire, parce que Pauline est souvent partie, plus de 450 lettres. Et d'ailleurs, il y a quelques-unes de ces lettres, parce que c'est loin d'être l'entièreté, qui a été publiée, La Renarde et le Malpeigné. C'est un beau titre, hein? La Renarde et le Malpeigné. Fragment de correspondance amoureuse, 1962-93, chez Loméac. Alors, qui dit Gérald Godin dit engagement. Hein? Alors, il est poète, il va être éditeur. On sait que c'est lui qui va éditer Nègre blanc d'Amérique. Hein? Il est l'éditeur de Pierre Vallière. Il va se présenter en politique. Est-ce qu'avant de connaître Gérald Godin, est-ce qu'on a des manifestations d'engagement chez Pauline Julien? Absolument, parce que, je l'ai dit, la politique, c'est dans son ADN. Oui, mais publiquement, là, dans les années 50 et tout ça, avant... Dans les années 50, non. C'est vraiment arrivé dans les années 60. Donc, en 63, elle va participer à un premier grand rassemblement politique, celui du Nouveau Parti démocratique, aux côtés du comédien Jean Duceppe et de Gilles Vigneault, Raymond Lévesque et Claude Léveillé. Et donc, on sait bien que toute cette bande-là, après, vont être les porte-étendards de l'indépendance du Québec aux côtés du PQ, mais ils ont quand même commencé
au nouveau Parti démocratique. Donc, ça, c'est la première chose. On est en 1963. Mais là, l'année suivante, il y a une visite de la souveraine. Oui, c'est ça. Merci. Oui. Non, mais c'est parce qu'on a justement publié, la Fondation Lionel Groulx, une page. Absolument. C'est très spectaculaire. Et c'est très spectaculaire. Donc, en 1964, elle va avoir une invitation à venir chanter devant la reine dans le cadre du 100e anniversaire de la conférence de Charlottetown, qui est à l'origine de la Confédération canadienne, et elle va refuser catégoriquement, allant même jusqu'à publier les raisons de son refus dans le journal. Et ça fait les manchettes. Mais c'est oui, pas rien aussi. Ça fait les manchettes, et ça va exacerber évidemment les tensions qui sont déjà vives entre les fédéralistes et les nationalistes. Puis là, on va reprocher à Pauline d'être une activiste. Et Pauline va dire, hey, moi, je ne fais pas de politique active, là, mais je suis indépendantiste. Et vraiment, va s'en suivre le samedi de la matraque. Mais là, ça veut dire que si en 63, elle était avec le NPD, puis en 64, elle se dit indépendantiste, c'est qu'il y a eu une évolution, une conversion. Bien, je pense qu'on parlait déjà d'indépendance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait le RIN qui avait été fondé. Bien, il y avait le FLQ aussi, qui, oui, en 63, c'est en 63 qu'ils ont fait exploser la première bombe. Fait que c'était dans l'air, tout ça. Tout à fait. Fait que déjà, elle manifestait, disons, qu'elle était indépendantiste. Et donc, suite à cet événement-là, Samedi de la matraque, qui est une manifestation à l'origine qui était pacifique et qui voulait juste une opposition à l'avenue de la souveraine britannique, mais qui a viré à l'émeute parce que la police s'est mise à frapper sur les manifestants, là, carrément. Et donc, là, j'ai perdu le fil. Non, ça va. Mais est-ce que ça va affecter son image et sa carrière, cet engagement, qui devient très clair à ce moment-là? Bien, très clair à ce moment-là, mais non, ça va la propulser. Elle va devenir vraiment là... Une porte-voix, peut-être. Hein? Bien, on va la voir comme ça. C'est pas nécessairement ça qu'elle veut. C'est ça. Mais en 64, vraiment, elle va devenir... c'est ça. Très... une sorte de porte-étendard. Une sorte d'héroïne. Oui. Oui. Et là, ça, c'est Pauline Julien, c'est sa carrière, mais à côté de ça, on a quelqu'un comme Gérald Godin qui est proche de la gauche révolutionnaire. Il y a une biographie qui se prépare sur lui. C'est quelqu'un qui est proche de ces milieux-là. Est-ce que ça va l'influencer, la radicaliser peut-être, ou enfin je pense que oui. En fait, je pense qu'ils se sont radicalisés ensemble. Faut dire ça. Bon, Pauline, elle est membre à l'époque du MSA, qui est le Mouvement Souveraineté Association, et elle est aussi vice-présidente du Comité d'aide à la libération des prisonniers politiques Vallière et Gagnon. Oui. Et elle va organiser, pour que les prisonniers puissent se payer une défense, des concerts bénéfices, chants et poèmes de la Résistance, où elle va réunir Michel Lalonde, Gaston Miron, Louise Forestier, Charles Bois, Clémence Desrochers, etc. Et tous les fonds vont vraiment servir à la défense des prisonniers politiques. Donc, elle fait ça. Ensuite, elle va être invitée en tant que membre de la délégation québécoise pour la grande conférence internationale de la francophonie à Niamey, au Niger. Et pendant la conférence de Gérard Pelletier, qui est à l'époque secrétaire d'État pour Pierre Elliott Trudeau, lui va dire durant son allocution que le français est parlé partout au Canada. Puis quand Pauline entend ça, elle voit rouge. Elle vient tellement fâchée qu'elle crie très, très fort dans l'assistance « Vive le Québec libre ». Oh là là! Et là, elle va finalement révéler à la face du monde les tensions entre Québec et Ottawa. Et à la fin de la conférence, Gérard Pelletier va l'accrocher par le bras puis va dire « Madame Julien, vous chantez beaucoup mieux que vous ne criez et vous devriez vous en tenir à cette première activité. » Et là, au retour, Pauline va prendre cette affirmation-là et va en rire un peu. Elle va appeler ses amis Gilbert Langevin et François Cousineau et elle va leur demander d'écrire une chanson « Comme j'écris, comme je chante », qui va être aussi le titre de son 7e album. Donc, ça, c'est le Niger. On est en 69, on est au début de l'année. Ensuite, elle va, avec Gérald, ils veulent aller manifester pour le Bill 63, le projet de loi 63. Sur la langue qui permettait à tout le monde d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix. À l'école anglaise. Loi très critiquée par les souverainistes, les indépendantistes, les nationalistes. Ben oui, à raison, parce que ça présentait un grand risque d'assimilation. Au moment où ils veulent partir pour aller à cette manif-là,
ça cogne pas à la porte. La police arrive, ils ont un mandat de perquisition parce qu'à l'époque, vous l'avez dit, Gérald est rédacteur en chef de la revue Parti pris et il est éditeur de Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, mais aussi de Lettres écolaires de Pierre Vadeboncoeur. Et la police vient chercher des écrits séditieux, en fait, parce qu'ils veulent faire condamner Pierre Vallière. Et ils vont rafler plein de documents ce jour-là. Et donc, après, bon, Pauline et Gérald vont aller manifester quand même, mais avec quand même cette... Alors, cette et tâche-là. arrive l'année 70, il y a deux événements marquants pour elle en 1970. Rapidement nous les présenter. La nuit de la poésie, le 27 mars, il y a un magnifique film de Jean-Pierre Masse et Jean-Claude Labrec qui a été fait, qui est disponible sur le site de l'ONF, où on voit Pauline Julien chanter Le temps des vivants de Gilbert Langevin et François Cousineau. Et cette prestation-là, elle est magistrale. Je vous invite vraiment à voir le film. Et ce qui est intéressant, c'est que Pauline va faire de cette chanson-là un hymne à la liberté qu'elle va chanter dans tous les rassemblements politiques auxquels elle va prendre part par la suite. Évidemment, ensuite, en 70, il y a eu la crise d'octobre, donc la loi des mesures de guerre qui a été décrétée et qui va faire en sorte qu'il va y avoir au moins 500 arrestations arbitraires, dont Pauline et Gérald. Donc, les deux, et donc, elle va être emprisonnée. Elle va être emprisonnée et quand elle va sortir de prison... Combien de temps? 8 jours. 8 jours. Mais quand même. Oui. Et donc, quand elle va sortir de prison, puis la police va arrêter ses enfants aussi, en tout cas, tu sais, vraiment, là, ça l'a affectée au plus haut point, cet événement-là. Et en fait, même si les médias sont derrière elle, là, tant les médias anglophones que francophones, elle va vouloir, par la suite, se détacher de cette image de femme forte auquel on veut l'associer. Elle va même dire, je veux plus qu'on m'associe à un char d'assaut. Et donc, elle va sortir un album, un 8e album qui va s'appeler Fragile. Et à partir de ce moment-là, elle va vraiment se tourner un peu plus vers la cause des femmes. Donc, elle va intégrer à son répertoire des chansons d'Anne Sylvestre, Non, tu n'as pas de nom, Une sorcière comme les autres. Elle va demander à Michel Tremblay de lui écrire des chansons portant sur cette thématique-là qui vont se retrouver sur l'album Femmes de parole. Et elle va se mettre à écrire ses propres chansons. Et dont L'âme à la tendresse et L'étranger qui vont se retrouver parmi les plus belles chansons de son répertoire. Est-ce que la vogue de la contre-culture des années 70, c'est associé beaucoup à Robert Charlebois, tout ça? Elle, c'est plus une chanteuse à texte du type Barbara. Est-ce que ça va l'affecter? Est-ce que ça va affecter les ventes, sa carrière, son rayonnement ou pas? Ah, complètement. Oui, hein? Oui. Dans les années 70, évidemment, la montée de Robert Charlebois, qui fait une musique beaucoup plus éclatée, beaucoup plus moderne, Pauline va... Moins chansonnette française, on peut dire, hein? Plus axée sur... c'est l'influence de la Californie. Et puis, mais complètement originaire aussi. Oui. Donc, c'est sûr que Pauline va attribuer le déclin de sa carrière à ce phénomène-là. Et donc, au Québec, à partir de ce moment-là, elle va obtenir de moins en moins de contrats. On va de moins en moins parler d'elle. Par contre, en France, c'est le contraire. On va voir en elle quelqu'un qui a de la prestance, qui a de la fougue, puis les Jurassiens... Pardon? Ce qui est vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Mais ça va être beaucoup apprécié en France. Puis les Jurassiens et les Wallons vont aussi voir en elle le reflet de leur propre lutte pour l'autonomie. Donc, elle va tourner beaucoup en France, mais plus vraiment au Québec. Alors, les années 70, c'est les années de montée du Parti québécois et son conjoint, son amoureux, son amant, je ne sais pas comment l'appeler, va donc se présenter dans le comté de Mercier. Hein, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le comté de Mercier, c'était le comté du premier ministre en fonction, et Robert Bourassa. Et donc, est-ce que, dans la correspondance que vous avez pu lire ou dans les échanges, est-ce qu'il pensait sincèrement gagner? Ou est-ce que c'était presque une candidature de provocation? Je pense que, en fait, c'est le contexte. Hein? Oui. Le contexte, c'est que en 1976, Robert Bourassa, son pouvoir est usé, puis il y a des allégations de corruption, puis à ça va s'ajouter le traumatisme d'octobre. Puis à ce moment-là, Gérald est professeur... Le fiasco du stade olympique, etc. Ça va pas bien. Puis Gérald, lui, est professeur de journalisme à l'UQAM, et là, il va avoir une grève.
Et là, ça va le faire réfléchir et c'est là qu'il va décider justement de se lancer en politique active aux côtés du PQ puis qu'il va se présenter dans Mercier. Et là, il va écrire tout ça parce qu'à ce moment-là, Pauline est en Europe, elle fait sa tournée. Il y a de magnifiques extraits de correspondance d'ailleurs que vous citez dans votre... continuez, excusez-moi. Si on a le temps, je pourrais bien vous en lire un petit bout. Mais je veux juste dire que c'est ça, il correspondait. Donc, il a vraiment beaucoup écrit à Pauline. Est-ce qu'il croit gagner? Bien, il écrit à Pauline, moi, je monte 200 escaliers par jour, je rencontre les gens dans la rue, je dépose des poèmes dans leur boîte aux lettres, j'apprends des rudiments de grec, de polonais, de créole pour me rapprocher de la communauté culturelle de mon comté. Il est dans la rue, il aime les gens et il écrit ça à Pauline. Et le soir de l'élection, donc Pauline, elle suit ça, là, elle, à distance, là, le cœur battant. Et le soir de l'élection, le PQ est élu et Gérald est élu dans Mercier. Ça a été un des clous de la soirée, d'ailleurs, à l'époque, quand on voit les images d'archives. Il va battre Robert Bourassa. Un poète qui bat le premier ministre, Robert Bourassa, c'est incroyable. Hein? Mais c'est celui-là même qui l'avait envoyé en prison. En plus, c'est vrai. 6 ans plus tôt. C'est vrai. Fait que c'est extraordinaire. Et là, je ne sais pas si je peux vous lire parce que c'est trop merveilleux. Excusez-moi. Il y a une très, très belle lettre. Donc, vous allez nous lire du Gérald Godin qui écrit après sa victoire à Pauline Julien. Exactement. Allez-y. Donc, le 20 novembre 1976, il écrit « Les neurones du monde ont changé. Tout est changé. Il nous appartient à nous, à toi, à moi, à tous, de faire en sorte que la flamme soit toujours vive et qu'elle brûle ce qui peut rester de pur dans la vie dans le vieux tréfonds colonisé de notre peuple si extraordinaire. Je crois que je vais faire un bon député, parce qu'il y a beaucoup d'amour en moi. Tu dois continuer à chanter et déjà un autre emploi t'attend, femme de député. Ne te vexe surtout pas si ça a l'air mal chauvin, je t'expliquerai le tout. Les gens de Mercier aiment le monde comme toi qui se bat et se tient debout. Ils sont extraordinaires. » Et je pense que vous avez un extrait de la réponse. Ben oui, Pauline, elle n'a pas attendu 30 secondes avant de répondre à ça. C'est savoureux. Et là, je vous en lis juste un extrait, mais elle répond « Mon amour, moi aussi, il me tarde tant et je veux beaucoup connaître Mercier et travailler avec nous, tu le sais. Mais chose certaine, et fais-toi-y, jamais je ne serai la femme du député et je le défendrai jusqu'au bout. » Mais en même temps, donc c'est drôle, c'est charmant, mais en même temps, elle l'a soutenu. Elle a été vraiment de tous les combats avec lui. Absolument. Puis ça a été réciproque. Oui. Tu sais, je veux dire, Gérald a soutenu Pauline, Pauline a soutenu Gérald. C'est sûr qu'elle avait toujours eu toute la place et là, soudainement, elle devait faire un peu plus de place à Godin. Parce qu'on en parlait tout à l'heure dans les coulisses. Gérald Godin a soutenu aussi Pauline Julien en s'occupant de ses enfants. Et il était très présent auprès des enfants de Pauline. Absolument. Il a gardé les enfants. Ce qui était très avant-gardiste pour l'époque, pour un homme de sa génération. Tout à fait. Bien, Pauline a divorcé en 1957. C'était avant-gardiste. Et Gérald a gardé les enfants. Donc je pense que c'était un couple très moderne, on peut dire ça. Très moderne et dans tous les sens du terme. Ça aussi, vous m'en avez parlé en coulisses, mais on n'a pas le temps. Hein? Désolé. Ça, on viendra à la période de questions. Un couple assez ouvert et libre. Oui. Alors là arrive moi, quand je pense à Pauline Julien avant de lire quoi que ce soit, l'image que j'ai en tête, c'est les images d'archives qu'on voit dans le confort et l'indifférence, ce beau documentaire de Denis Arcand, la soirée du 20 mai 1980. On voit les militants du oui qui ont le cœur brisé, qui apprennent les résultats et qui arrivent sur scène. Pauline Julien, avec une énergie, une fougue. Qu'est-ce qu'on sait des coulisses de cette soirée, de cette triste soirée pour elle et pour ce couple? Bien, en fait, c'est que, ça, c'est Pascal qui m'a raconté ça, en fait, c'est que Pauline, bon, quand elle a chanté la danse à Saint-Dillon, je veux juste dire, pour ceux qui ne le savent pas, là, elle a chanté la danse à Saint-Dillon, puis alors que l'atmosphère était complètement plombée, les gens pleuraient, elle a séché les larmes des gens qui se sont mis à taper du pied. Et ça a eu, en fait, avec le recul historique, on peut penser qu'elle a voulu chanter ça pour aider les gens à se relever et à rester fiers malgré la défaite. Mais dans les faits, pas en tout. Elle était tellement certaine de gagner le référendum. Elle avait préparé la danse à Saint-Dillon comme le cri de la victoire. Et le soir de la défaite, elle avait juste ça à chanter. Elle n'avait pas d'autre chose. Mais on peut dire qu'une chance qu'elle a chanté ça, parce qu'imaginez si elle avait chanté « Mommy ». Oui, que vous insérez dans votre documentaire, et c'est malheureusement peut-être, alors, là, le temps file.
au milieu des années 80 ou durant les années 80, le mauvais sort frappe et Pauline Julien et Gérald Godin. Racontez-nous. En 1982, Pauline va écrire dans son journal intime qu'elle ressent les premiers symptômes d'une aphasie dégénérative. Donc ça, c'est 82. 2 ans plus tard, Gérald va ressentir les symptômes d'une tumeur cérébrale. Et donc, c'est fou parce qu'au niveau de la coïncidence, le pays, on vient de perdre le pays. Et là, les 2 porte-étendards parmi les plus importants personnages de cette histoire-là commence à défaillir. Fait qu'il y a comme quelque chose au niveau de la métaphore qui est très, très fort. Ouais. Et 1985 annonce aussi la fin de la carrière de Pauline. Ah oui. Elle va sortir un ultime album qui s'appelle « Où peut-on vous toucher ?» et elle n'arrive pas à trouver de coproducteur au Québec. Elle en trouve un en France, donc elle va se résoudre à sortir l'album en France, mais heureusement, elle va gagner le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. Elle l'avait d'ailleurs gagné une première fois avec Suite québécoise en 1970, quand déjà elle sentait que sa carrière avait un essoufflement. Et là, en 1985, elle gagne encore une fois ce prix. Et elle va entreprendre des derniers concerts solo. Et là, j'ai envie de vous lire, je me permets de vous lire un extrait d'entrevue qu'elle a donné à Sylvie Dupont de la revue La vie en rose en 1985. Elle dit « Est-ce que je suis ce que je suis ou seulement ce que j'ai voulu être? J'ai toujours foncé, mais ce n'était peut-être pas ma nature. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils sont, de ce qui est. Pas moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis la dernière d'une famille de 11 enfants et du plus loin que je me souvienne, je me vois comme un petit bélier qui ne veut pas, mais qui fonce quand même. On m'aimait pour ça. On disait que j'avais du front tout le tour de la tête. Et pourtant, je n'ai jamais eu confiance en moi. Je fonçais parce que je ne voulais pas accepter ce qui était. Peut-être qu'au fond, j'étais faite pour vivre en paix. J'ai toujours eu ce doute. Et donc, à partir de là, c'est ça. Je ne sais pas, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup touchée. C'est très bouleversant parce qu'on a là une femme qui déploie une sorte d'énergie. On se dit, une telle femme doit avoir confiance en elle, affronter la vie. Puis là, on voit qu'au soir, dans un moment difficile, elle confesse qu'elle n'a jamais eu confiance en elle. Alors, écoutez, en 1988, elle devient grand-mère. C'est un moment important pour elle. Absolument. La petite Marie, la fille de Pascal qui va naître. Et là, Pauline va prendre son rôle de grand-mère très au sérieux. Et il y a une fibre maternelle qui va se développer en elle, une fibre peut-être qui lui avait manqué dans sa jeunesse. Et donc, Marie va vraiment arriver comme un baume sur la souffrance des dernières années. Et justement, ces dernières années, ce sont celles notamment de la maladie. Oui. De Gérald Godin, ça a dû être une épreuve terrible. En plus, elle qui est hypothéquée physiquement. Oui. En fait, elle est hypothéquée. Je ne sais pas si on a le temps de parler du fait qu'elle va se produire plutôt en duo. Oui. Elle va écrire, elle va appeler ses amies Denise Boucher et Anne Sylvestre. Et toutes 3 vont écrire sur une période de 2 ans, Gémeaux croisés, et elles vont partir en tournée jusqu'en 1991. Elle va répéter l'expérience avec sa grande amie Hélène Loisel, avec laquelle elle va produire Voix parallèles. Et elle va faire un ultime spectacle. En fait, entre-temps, excusez-moi, elle va revenir à son amour originel, le théâtre. Elle va jouer dans des films. On n'a pas eu le temps. Là. Elle va jouer dans des films dans les années 70. Mais là, parlez-nous de l'ultime spectacle, parce que le temps file. Oui, bien c'est ça. Elle va jouer au théâtre, elle va commencer à avoir des signes d'aphasie. Et là, elle va perdre des rôles au théâtre. Et là, elle ne veut pas partir sur cette mauvaise note-là. Et elle va accepter une dernière expérience où elle va interpréter des textes prémonitoires sur l'oubli et la mort. Et ironiquement, elle ne va pas bafouiller. Ça s'appelle Les Muses au musée et elle ne va pas avoir aucun signe d'aphasie. Et c'est avec ce sentiment d'avoir pu vaincre ses démons qu'elle va tirer enfin sa révérence. C'est en quelle année, ça? C'est... début des années 90. Vers la fin des années 80, oui. Donc là, il nous reste seulement 3 minutes. Donc là, on connaît malheureusement le triste décès de Gérald Godin en 1994. Et elle, on sait qu'elle va mettre fin à ses jours.
Oui. Est-ce que ce dénouement était prévisible dans son journal intime? Est-ce qu'on pressentait, son entourage s'attendait un peu à ça ou non? Oui, elle va annoncer à ses enfants qu'elle veut mettre un terme à ses jours et elle va, c'est quelqu'un qui avait des amitiés loyales, hein. Elle a eu des correspondances d'une trentaine d'années avec plusieurs personnes et elle va revoir chacune de ces personnes-là. Elle va les faire venir Anne Sylvestre de Paris, son amie Alan du Mexique, et elle va aller voir pour une dernière fois un spectacle de Raymond DeVos, son grand ami. Incroyable. Et elle va se procurer le livre Final Exit, qui est un livre controversé à l'époque qui donnait des recettes pour les gens qui voulaient mettre fin à leur jour. Et elle va accumuler des médicaments sur une certaine période et elle va avaler un grand verre d'alcool. Et le lendemain, on va la retrouver morte dans son lit. Est-ce qu'elle laisse une lettre? Elle ne laisse pas de lettre, mais elle a écrit dans son journal intime, je vous lis juste les derniers mots qu'elle a écrits. Alors elle dit, « C'est pour Nicolas, Pascal, Marie, les amis proches. Je me mets à leur place. Je sais la peine qu'ils ressentiront. Je leur enlèverai cependant un gros poids. Trop de morts, de vieux, de vieilles, que vive la jeunesse. » Oui. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous, qui avez fait ce documentaire, qui avez fouillé dans cette vie, quoi retenir de cette vie pour vous? Bien, si j'ai tenu à vous lire l'extrait d'entrevue qu'elle a fait avec Sylvie Dupont dans La vie en rose, c'est que quand j'ai lu ça, je me suis moi-même beaucoup identifiée à ça. En tant que femme artiste, moi, je suis aussi quelqu'un, puis je connais plein de mes amis aussi. Les femmes, on a souvent un manque de confiance. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais quel beau modèle féminin! Quelle extraordinaire figure pour les jeunes femmes comme ça qui veulent, mais qui manquent de confiance en elles. Donc, en fait, le message que Pauline nous dit, c'est il faut foncer. Il faut foncer pour réussir. Il faut risquer pour réussir. Et donc, c'est ça, c'est ce que je retiens du passage de cette femme-là. Pascale Ferland, merci beaucoup. Merci.